Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bon, faut que je te dise un truc. C'est pas avec l'équitation éthologique que tu vas construire une belle relation avec ton cheval. C'est pas non plus avec l'équitation éthologique que tu vas résoudre les problèmes de comportement de ton cheval. Et si des valeurs comme la collaboration, le respect du cheval, la prise en compte de ses émotions sont importantes pour toi, je te recommande pas du tout l'équitation éthologique. Et quand je dis équitation éthologique, je parle spécifiquement de la pratique équestre, qu'on nomme équitation éthologique ou horsemanship, ou parfois étho, et non pas de la science qui est l'éthologie. Alors, direct, avant qu'on me dise « Oui, mais c'est pas tout le monde comme ça », me faites pas un hashtag not all horsemen. Je parle ici d'un système, d'une pratique, d'une approche globale et pas des individus qui pratiquent cette approche. Oui, il y a des personnes qui se sont posées les questions, il y a des personnes qui ont changé leur approche et qui ont adapté leur approche à partir de l'équitation éthologique pour justement prendre en compte beaucoup plus les émotions du cheval. Ces personnes-là, elles seront, je pense, pas choquées de ce que je vais dire. Parce qu'elles ont fait ce chemin et qu'elles ont fait ce questionnement qui est important justement par rapport à ces problématiques qu'on peut rencontrer en équitation éthologique. Voilà, je pense que ces personnes, elles ont trouvé leur alternative et qu'elles savent les transmettre, et ça c'est chouette. Je sais qu'il y en a. Maintenant, c'est pas la majorité. Je suis désolée, mais c'est pas la majorité. Et encore une fois, c'est pas cette pratique telle qu'on la transmet, telle qu'on la voit de manière globale, telle qu'elle est apportée par les grands noms aujourd'hui en France de l'équitation éthologique et les grandes lignées de l'équitation éthologique. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter les personnes qui ont réussi à se poser les questions et aller chercher leurs alternatives, parce que je sais à quel point c'est compliqué. Moi, j'ai fait le chemin là sur la frustration, renforcement positif. C'était dur à entendre au début, et aujourd'hui, ça m'a permis de trouver mes solutions. Donc bravo si vous avez fait ce chemin-là. Et je trouve que c'est important aussi justement qu'on pose ces questions pour pouvoir avancer. Et si ça trigger encore des émotions en vous, là, tout ce que je vais dire, en toi, prends le temps de les écouter, prends le temps de les accueillir. Et c'est ok si tu coupes l'épisode à un moment parce que t'as pas envie d'aller plus loin. Mais je t'invite aussi à te demander justement pourquoi ça te fait réagir autant et sur quel point sensible en toi ça appuie. Donc voilà, vraiment l'idée, je ne parle pas des individus, je parle d'une approche et d'un système global, et d'une philosophie globale qui est liée à l'équitation éthologique. Et je tiens quand même à rappeler qu'il y a eu un énorme bénéfice de l'équitation éthologique en France. Moi, j'ai la vision française. Je pense que ça s'applique à nos autres pays francophones voisins. Reste que je parle de mon point de vue de française de France. Voilà. Le grand bénéfice de l'équitation éthologique, c'est que ça a ouvert des portes. Ça nous a montré qu'on peut penser le cheval autrement que comme cette monture. On peut penser le cheval au-delà de l'équitation, du sport équestre. Et on peut penser travail à pied, on peut penser être à côté du cheval et pas forcément sur son dos. Donc ça a vraiment ouvert la porte à penser le cheval autrement que juste monter dessus. Et ça a aussi montré l'importance justement que il se passe plein de choses à pied et que si on veut être en sécurité avec le cheval, il y a aussi tout ce travail à côté à pied qui est important. Et encore aujourd'hui, je pense que justement tout ce qui est horsemanship, c'est vu comme l'alternative, c'est l'alternative la plus visible à une équitation classique et pour les personnes qui cherchent une relation avec le cheval. Mais on est là aussi, nous, les gens qui travaillent en renforcement positif. Et c'est encore une autre alternative, et c'est celle-là que moi j'encourage et qui me plaît, mais il y a plein de réponses individuelles, et c'est important que tu trouves ce qui te plaît. Mais du coup, ok, ça a ouvert plein de portes, c'est génial, c'est très bien que ça soit là, mais pourquoi je recommande pas l'équitation étho ? C'est quoi le problème ? En fait, c'est que pour moi, c'est une équitation de contrôle. C'est une approche qui fait un focus sur les comportements et pas les émotions. Et en plus, qui est dans une dynamique vraiment unidirectionnelle. Et on reste dans le système où c'est l'humain qui contrôle le cheval. Et quand vous voulez une relation avec votre cheval, avec un grand R, je pense que vous voulez pas juste un cheval qui fait ce que vous attendez de lui et que vous avez envie de ce lien émotionnel. Et l'équitation éthologique, elle apporte pas ça. Pourquoi je dis que c'est une équitation de contrôle ? Mais je vais vous citer des phrases qu'on vous retrouve dans les grands courants de l'équitation éthologique. On parle des 3 C. Confiance, contrôle, connexion. C'est pas moi qui le dis. Et on retrouve aussi comment on assure sa sécurité près du cheval ? On contrôle ses pieds. Donc il y a cette dynamique où l'humain doit être toujours celui qui dirige les mouvements du cheval.
celui qui décide comment le cheval va bouger, où il va aller, qu'est-ce qu'il va faire de son corps. C'est toujours l'humain qui dit au cheval de faire ci ou ça. Et même si c'est amené dans cette idée de sécurité, ça reste une dynamique de contrôle. J'ai peur de ce que le cheval pourrait me faire, donc je contrôle ses actions. Et moi, ça me plaît pas du tout. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui, et là il y a quand même des études scientifiques et des ressources sur le sujet, que cette notion de contrôle, c'est hyper important pour le bien-être des individus. L'importance d'avoir le choix dans son quotidien et d'avoir du contrôle sur ce qui nous arrive, c'est connu, le contrôle c'est un renforçateur primaire et ça contribue à diminuer le stress et à améliorer le bien-être des animaux. Même si les études sont principalement faites sur une dynamique plutôt environnementale et pas forcément au travail. Et si vous voulez des sources, vous avez une revue publiée en juin 2024 dans Applied Animal Behavior Science qui s'appelle The Voice of Choice, a Scoping Review of Choice-Based Animal Welfare Studies par Kelly Rust, Isabella Clegg et Eduardo Fernandez. Voilà, une ressource si vous voulez aller creuser un petit peu le sujet. En plus, c'est une revue, c'est même une méta-analyse, donc ça peut vous donner plein de liens vers d'autres études. Donc il y a cette contradiction entre le contrôle, avoir du contrôle, c'est super important pour l'animal, et là on a une dynamique où justement c'est l'humain qui prend le contrôle de l'animal, donc on enlève le contrôle du cheval. Et d'autant plus que moi, qui recherche la collaboration avec mon cheval, si c'est moi qui décide ce qu'il fait, on n'est plus dans la collaboration, quoi. On est vraiment dans cette dynamique unidirectionnelle. J'ai un peu de mal à voir comment on peut construire une relation sur une dynamique unidirectionnelle et très déséquilibrée. Et c'est vraiment, dans cette chose qui me dérange et pourquoi je ne recommande pas, c'est parce qu'on est dans un système qui est plutôt unilatéral, unidirectionnel, et où le consentement n'a pas sa place. Qu'est-ce qui se passe quand un cheval dit non dans un travail en équitation éthologique? On monte en phase. Il ne bouge pas avec une phase légère, je monte en phase avec une phase plus forte. Il ne bouge toujours pas, je monte sur une phase encore plus forte. C'est un des fondamentaux de l'équitation éthologique. Il n'y a pas de consentement en fait. Il n'y a pas d'écoute du nom du cheval. Donc, respect de ses émotions, je sais pas où il est. Une phrase que je déteste, c'est « fais de tes idées ses idées ». Ça représente vraiment finalement la philosophie qui est là. L'humain, il a une idée, il fait en sorte que le cheval adhère à cette idée. Et moi, je vous propose l'inverse. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'inverse? Pourquoi on ne fait pas de ses idées nos idées? Pourquoi le cheval, il n'aurait pas son mot à dire dans l'histoire? Si tu veux une relation avec ton cheval, donne-lui la possibilité de s'exprimer, quoi. Et écoute ces putains d'émotions. Genre, on parle... Les méthodes en équitation éthologique, c'est une série de méthodes, d'exercices à faire les uns à la suite des autres. Prise en compte des émotions, lecture du cheval, adaptation à l'individu. Ouais, je sais pas où elle est. Et en plus de ça, on vient dire, oui, mais mon cheval doit me respecter, il doit respecter ma bulle. Non, mais le respect, c'est quelque chose qui est acquis, c'est une émotion. Et derrière le terme respect, dans cette approche, ce qui se cache, c'est juste un comportement. Et ok, je veux pas que mon cheval s'approche plus près de moi, je veux pas que mon cheval me bouscule. C'est un comportement. C'est pas du respect. Donc nous, on impose des comportements, et je dis bien qu'on les impose, dans une approche en équitation éthologique, c'est imposé au cheval, pour soi-disant qu'il nous respecte, mais en le faisant, on ne respecte pas lui. C'est-à-dire que tu dois accepter mes limites, mais j'écoute pas les tiennes. Je trouve ça super incohérent, en fait. Comment on peut demander au cheval de nous écouter quand on ne fait pas ce qu'on lui demande de faire? Toi, t'as pas le droit d'être violent avec moi. Moi, par contre, je peux monter en phase. Toi, tu peux pas monter en phase. Le cheval, on lui dit qu'il n'a pas le droit de monter en phase. Il n'a pas le droit de monter et traiter les dents. Il n'a pas le droit de se cabrer devant nous. Mais nous, on a le droit de le pousser encore plus fort. Il n'y a pas une petite incohérence là derrière? Et le truc, c'est que l'équitation éthologique, elle éteint les chevaux. Je peux pas dire mieux que ça. On a des chevaux qui se résignent. On a des chevaux qui obéissent. On a des bons petits chevaux bien sages. Ah, pour ça marche bien. Mais est-ce qu'il y a une relation avec le cheval dans ce cas-là? Il est où l'individu, quoi? Un truc qui représente vachement ça, c'est voir regarder des chevaux travailler en étau. Parce qu'on dit comme ça, je peux dire, des chevaux travailler en étau. Vous les regardez travailler. Ils font ce qu'on leur demande, mais alors, nickel, à la perfection. Et il n'y a pas un pet d'impulsion. Les postérieurs, des fois, ils sont à 15 km derrière. Vous avez l'impression que le cheval, il est à la traîne. Et l'impulsion, c'est quoi? C'est l'envie du cheval de se porter vers l'avant. L'envie. C'est-à-dire qu'on a des chevaux qui font, mais on a des chevaux qui font sans envie. On a des chevaux où la motivation, elle est juste j'ai appris à faire comme ça, je sais que je dois faire comme ça, et j'évite l'inconfort. Et c'est vraiment, voilà,
on a un focus sur ce que le cheval fait, sur le comportement. Et il y a un oubli des émotions, quoi. Et vraiment, apprenez à lire les signaux subtils des chevaux. Apprenez à lire les signaux d'apaisement, les activités de substitution, les indicateurs que votre cheval, il est dans le bien-être ou dans le mal-être, les indicateurs de dépression. Et regardez, ne prenez pas ce que je dis au mot, hein. Regardez les chevaux. Regardez comment ils sont actifs ou pas. Et si vous avez besoin d'apprendre ces signaux-là, j'ai un webinaire gratuit là-dessus qui s'appelle Lire les messages du cheval. Parce que justement, pour moi, c'est un truc hyper important, c'est de savoir comprendre vos chevaux, comprendre les chevaux en général, pour que vous soyez capable de juger ce que vous observez, vous, avec vos connaissances, et pas avec ce qu'on vous a dit, pas selon ce qu'on vous vend. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir mes webinaires, et puis après, vous en faites ce que vous voulez. C'est des connaissances. Je vous dis, il est gratuit. Et vraiment, pour moi, c'est pour vous permettre de mieux comprendre et de mieux observer. Parce que c'est ça qui fait la base, c'est de observer pour être capable de juger, de savoir ce que vous en pensez. Et c'est vraiment ce côté-là du cheval éteint que moi où je vois vraiment la différence de manière régulière avec mes élèves, avec les personnes que j'accompagne sur une approche en clicker training. Je crois qu'un des trucs qui ressort le plus, mais c'est ce changement du comportement du cheval, où on passe d'un cheval qui avait l'habitude d'obéir, et qui sont souvent des chevaux qui sont bien dressés, bien éduqués, qui savent faire, et on passe à des chevaux qui vont apprendre à proposer. On va avoir des chevaux qui vont être vachement plus curieux, plus éveillés, et qui vont être acteurs de ce que vous faites avec eux. C'est ça qui change tout, en fait. C'est ça qui change la relation. Parce que on a des chevaux qui sont éteints par l'équitation éthologique, et il y a des moyens de les en sortir, mais ça implique de sortir de cette approche de je fais faire tel ou tel exercice à mon cheval, c'est toujours moi qui lui demande. Et en fait, je sais que c'est difficile aussi, parce qu'on est dans un système. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, c'est cohérent avec la dynamique du monde dans lequel on est, dans notre système sociétal. Et pour moi, en fait, l'équitation éthologique, elle ne sort pas de la lignée de la façon d'interagir avec les chevaux qu'on retrouve dans une équitation classique. On est dans un système patriarcal. On est sur les mêmes problématiques qu'on peut retrouver sur les discriminations chez l'humain. Le cheval, c'est un peu l'être inférieur, et l'humain qui va lui dire on fait comme ci, on fait comme ça. Et c'est moi qui ai raison, et toi, tu parles pas. De toute façon, c'est pratique, hein, le cheval, il parle pas. Et ce que je trouve fou, c'est qu'aujourd'hui, on arrive énormément à questionner tout ce qui est le bien-être équin sur le mode de vie. Mais le bien-être équin, il s'arrête pas à la porte de la carrière, putain. Oh, un gros mot. Bah oui, fallait que ça sorte. Le bien-être équin, il doit être aussi présent au travail, pas seulement en dehors du travail. Et ça passe par son bien-être émotionnel, par prendre en compte comment il vit le travail. Pas juste un bien-être physique. Oui, le travail peut aider le physique du cheval, mais ça implique la prise en compte de l'émotion de comment il vit ce travail, quoi. Et s'il le vit en étant éteint parce qu'il est résigné, parce qu'on sait qu'il n'a pas le choix, ben non. Non, c'est pas du bien-être équin. Je suis désolée, mais le bien-être, c'est aussi au travail, quoi. Et ouais, et pour moi, du coup, la réflexion et la lutte en faveur du bien-être du cheval, c'est dans la ligne des questionnements qu'on a quand on est sur du féminisme et toute autre discrimination. Alors évidemment, on cherche pas à dire plus ou moins de valeur, machin. C'est juste que c'est le même système qui fonctionne derrière. Et on le retrouve dans l'équitation éthologique. Donc ouais, ma lutte en faveur du bien-être équin, c'est en lien avec le féminisme et mes convictions féminisme. Il n'y a pas à faire, quoi. Et ouais, et l'étho, on est dans cette valorisation du plus fort, du dominant qui a raison, du dominant qui impose à l'autre, sans que ça parte d'une mauvaise volonté. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est un système. C'est pas une envie individuelle de faire chier son cheval et de mal faire pour son cheval. Au contraire. C'est d'ailleurs une des autres problématiques sur laquelle on va revenir. C'est une vision d'ensemble qui s'intègre dans un système qu'on nous a rabâché depuis qu'on est petit. Et donc inconsciemment, c'est super présent. Et on se revient là, en plus, justement à ce côté où il y a un décalage entre ce qu'on nous vend dans les mots et ce qu'on nous fait faire dans les actes. Il y a vraiment ce décalage en équitation éthologique entre le discours et la mise en pratique. Parce que ça vous est vendu comme un truc qui va prendre en compte votre cheval, qui va être plus respectueux du cheval, qui va être pour la relation, qui va être basé sur l'éthologie, la science, la vraie. Et en pratique, c'est des exercices qui passent par du confort inconfort. Et on fait faire la même chose à tous les chevaux, quoi.
Donc il y a vraiment ce décalage, quoi. Dans la pratique, les émotions du cheval, on parle de confiance. Dans les 3 F, là, on parlait de confiance. On veut que le cheval nous fasse confiance. Et en même temps, quand il dit un truc, on monte en phase. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas de cadre et qu'il faut pas de sécurité. Je suis en train de dire qu'il y a une réciprocité dans la confiance qui doit être là et que nos actes doivent faire en sorte que notre cheval nous fait confiance plutôt que de nous obéir. Et vraiment, moi, c'est toujours ce que je t'invite à faire, c'est prends les vidéos de personnes qui travaillent à leurs chevaux. Regarde-les sans leçon. Fais-toi ton avis sur comment est le cheval. Pas juste l'humain, mais qu'est-ce que tu perçois de comment le cheval vit la situation. Et remets le son et vois si c'est cohérent avec le discours. Que ce soit le discours global de la personne ou le discours sur ce qu'il explique de ce qu'il est en train de faire. Parce que oui, il y a des moments où le cheval il vit les choses pas bien, mais quand c'est compris de l'humain et que c'est assumé, c'est autre chose. Je vais mettre la nuance quand même. Je suis pas pour provoquer volontairement des situations où le cheval est pas bien. Si malheureusement on a mal fait et que du coup, il y a de l'inconfort, parce que c'est complexe, parce que on est face à une situation où le cheval, c'est difficile parfois de trouver l'équilibre, ok, faut l'assumer. Par contre, non, on ne provoque pas volontairement une situation inconfortable chez le cheval. Si ton cheval il a peur, tu arrêtes, tu montes pas en face pour insister pour qu'il s'approche de ce putain de drapeau qui fait peur. Je crois que ça a été un de mes déclencheurs, moi, sur ma remise en question de l'équitation éthologique, c'est un jour où j'ai vu ça. C'était j'ai vu un cours où on montrait qu'est-ce qu'on fait face à un objet qui fait peur. Et en fait, le cheval était clairement en panique, il s'éloignait, il reculait. Et le coach disait continue à secouer ton drapeau pour qu'il avance. Parce qu'il fallait pas arrêter. Et ça c'est pas possible, quoi. C'est pas cohérent. Si ton cheval il a peur, faut arrêter d'insister au bout d'un moment. Et donc il y a vraiment ce côté, mais on a un joli discours qui fait vendre, qui plaît, parce que ça répond à ce j'ai envie de relation avec mon cheval, j'ai envie de mieux le comprendre, j'ai envie de construire des choses avec lui. Et ce qu'on vous vend, c'est de la contrainte. C'est obliger le cheval à faire les choses comme on veut qu'il les fasse. Et c'est vraiment, mais je déteste ce décalage. Parce que c'est pas assumé, quoi. Et on vous vend du rêve et on vous vend... voilà, dans le discours, on vous vend du rêve et dans les faits, on vous fait pas faire du rêve et on vous amène pas vers là où vous voulez aller. Et c'est tellement banalisé que ça paraît bien. Parce que oui, on a un résultat dans l'apparence. On voit des choses, on voit des changements dans l'apparence. Mais c'est aussi parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un cheval qui est épanoui. Un cheval qui est acteur, un cheval qui est engagé. Putain, mais c'est pas la même chose, quoi. On voit la différence, le cheval qui est content et qui est motivé et qui trouve de l'intérêt à ce qu'on fait avec lui. Et le pire, c'est que ce discours, je te disais, il est tellement présent, c'est tellement un truc de fond, que c'est même pas forcément conscient, ce décalage. Il y a plein de gens qui le font avec la bonne volonté et l'envie de bien faire. Et même des professionnels. Profondément, ouais, je suis sûre que la plupart des gens qui travaillent en équitation éthologique ont envie de bien faire avec leur cheval. J'en suis convaincue. D'ailleurs, je pense que c'est même le cas sur la plupart des équitations. Même si c'est vrai qu'il y a des fois, il y a un focus plus sur l'équitation que sur le cheval. Mais pour arriver dans l'équitation éthologique, c'est qu'il y a quand même souvent ce questionnement, cette envie d'améliorer les choses, de changer, de donner plus et d'avoir mieux avec le cheval. Mais quand on observe les chevaux, c'est pas ce que je vois. C'est vraiment ce côté-là. Mais pourquoi vous donnez ça aux gens? Vous leur donnez pas ce que vous leur promettez, quoi. Ça me rend un peu dingue des fois. Ça s'entend, je crois. Voilà. Il y a plein d'émotions sur cet épisode. C'est un sujet qui me tient à cœur et je sais qu'il peut être sensible pour plein de personnes parce que même moi, quand j'ai commencé à creuser le sujet de l'équitation éthologique, c'est parce que je voulais autre chose avec mes chevaux. J'y suis pas restée longtemps parce que j'y ai pas trouvé justement ces réponses et cette envie de lien autrement. Et parce que, j'ai réussi à voir ce décalage et c'est ce décalage, moi, qui m'embête, qui me dérange. Parce que ça répond pas à ce que tu veux avec ton cheval, quoi. Et c'est vendre, de dire tu vas avoir un super lien avec ton cheval et qu'au final, c'est pas ce qu'on te donne. Donc c'est pas juste pour toi, c'est pas juste pour ton cheval. Et tout ça en plus, c'est bien rampé d'un joli petit discours scientifique. Honnêtement, j'ai envie de dire pseudo-scientifique. Parce que ça s'est développé il y a 30 ou 40 ans, l'équitation éthologique aux États-Unis. Et que l'éthologie, la science, donc la science qui étudie le comportement, a bien évolué depuis. Et notre compréhension des comportements des chevaux et de l'éthogramme des chevaux et de son répertoire comportemental, elle a bien évolué depuis aussi.
Donc, en plus, ce choix de nom d'équitation éthologique, qui se base sur le terme éthologique et la science du comportement, vous dit « je vais te vendre un truc scientifique ». En fait, non. C'est même très rare qu'on vous dise déjà l'équitation éthologique se base principalement sur un travail en renforcement négatif, donc l'utilisation d'un inconfort qui est retiré pour renforcer les comportements. Déjà, même ça, qui est la base de la base sur un principe d'apprentissage, pas toujours mis en avant. Et je reviens au fait que, pas de prise en compte des émotions, quoi. On vous apprend pas à lire les comportements associés aux émotions des chevaux, alors qu'on commence quand même beaucoup plus à les comprendre. Et pour moi, c'est le cœur de mon métier de comportementaliste aujourd'hui, justement d'avoir ce focus sur où on en est dans la compréhension scientifique des comportements des chevaux. Et pour moi, c'est totalement OK d'avoir un travail qui se base aussi sur l'expérience personnelle, pas juste des choses prouvées par la science. Parce qu'en général, les études scientifiques, elles arrivent quand les questions sont posées par le monde équestre, enfin, quand on parle justement des chevaux. Mais dans ces cas-là, il faut l'assumer, quoi. Faut qu'on arrête de nous vendre des trucs en disant ouais, c'est scientifique, machin. Il y a aussi une partie d'expérience personnelle. S'il y a des données scientifiques, ok, c'est génial et on en a besoin, parce que des fois, ça remet en question aussi certaines convictions. Et dans ces cas-là, pour moi, c'est important autant qu'on peut de les citer. Mais s'il y a des choses qui sont pas prouvées, ça serait bien de les assumer aussi. Et la plupart de nos exercices avec nos chevaux, c'est pas des trucs qui sont prouvés scientifiquement, quoi. Si on veut des infos scientifiques, je peux vous citer par exemple un article par Carole Sanquier et al. De 2010, Reinforcement as a Mediator of the Perception of Human Biases. La conclusion, c'est qu'il y a un état émotionnel plus agité dans un travail en renforcement négatif qu'en renforcement positif, observé sur le rythme cardiaque et les signaux d'inconfort, et une augmentation de la recherche du contact avec l'humain sur un travail en renforcement positif, soit à court terme ou à long terme après l'arrêt du travail. C'est un exemple, c'est une étude, évidemment, on ne généralise pas toute une étude, mais il y en a. Donc en plus, les études vont pas forcément dans le sens de plus de renforcement négatif, et au contraire, ça va plutôt dans le sens de plus de renforcement positif. Donc ouais, si on va avoir un discours scientifique, il faut quand même le baser sur des vraies ressources scientifiques, et pas vous vendre des ressources scientifiques pour dire soit c'est scientifique. Non, l'équitation éthologique, c'est une pratique équestre. C'est pas une science. C'est même pas une science appliquée. C'est une pratique équestre qui a été développée à partir de quelques connaissances scientifiques qui étaient présentes il y a quelques dizaines d'années, qui ont donc évolué depuis. Donc, je crois que tu as compris, je recommande pas l'équitation éthologique. Pas le système équitation éthologique, pas la pratique équestre équitation éthologique. Par là, je ne juge absolument pas les professionnels qui ont cette pratique, et je ne dis pas que toutes et tous travaillent de cette façon-là. Je parle vraiment de comment ça nous est vendu, comment la méthode est présentée, et des choses qu'on peut observer de manière globale sur les résultats, sur les chevaux, moi, ce que je peux observer sur les personnes que je peux accompagner, que je peux observer, comme je vous disais, en observant le travail des personnes qui travaillent dans cette approche et qui le présentent en ligne. Et là aussi, où je disais vraiment, mais faites-le vous aussi, faites-vous votre propre avis. Et il y a aussi une clé importante ici, c'est le qu'est-ce qu'on veut avec nos chevaux. Et comme moi, j'ai vraiment ce choix et cette envie de collaboration, de coopération, de consentement, et donc d'une relation où il y a de la réciprocité, et ça, je sais qu'on ne le trouve pas dans l'équitation éthologique classique, dans ce qu'on appelle le horsemanship aujourd'hui, tel que ça nous est vendu. Donc en résumé, #NotAllHorsemen, on parle d'une pratique et d'une méthode globale, pas des variations de certains individus, de certaines personnes qui se sont posées les questions. Oui, l'équitation éthologique a été une grande avancée pour le monde équestre sur ces dernières années. Il a ouvert des portes à plein de personnes et ça, c'est génial. Maintenant, c'est une équitation de contrôle qui, pour moi, éteint les chevaux, qui ne prend pas en compte leurs émotions, qui est vraiment basée sur un travail par des exercices, sur du comportement, avec cette volonté d'avoir un cheval qui fait ce qu'on lui demande. C'est une pratique qui donne des résultats, dans le sens où il y a des chevaux qui font et qui apprennent des choses, qui font ce qu'on leur demande. Maintenant, je trouve qu'il y a une incohérence entre le discours, l'idée que ça créerait un lien et une relation avec le cheval, et les actes et les actions où ça amène une relation qui est très déséquilibrée, où ça reste l'humain qui est au contrôle de la relation. Donc si toi, tu as envie d'autre chose,
Si t'as envie d'une relation où le cheval a la parole, si tu veux rechercher à rééquilibrer un petit peu plus et créer une réciprocité, sans se dire qu'on va forcément avoir 50-50, mais si tu veux plus de réciprocité dans ta relation avec ton cheval, je t'invite à t'intéresser aux approches en renforcement positif, au clicker training, aux signaux de ton cheval, notamment les signaux d'apaisement et donc la lecture de ses émotions, et à sortir de l'équitation éctologique pure qui va pas t'apporter cette relation dont tu rêves avec ton cheval. Voilà, c'était ma recommandation du jour. Ou plutôt ma non-recommandation du jour, du coup. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!